Allo Bigate, c'est Sist Vervin. On se retrouve pour la review des cartes d'extension, pas la review en fait, le top 20. Je vais faire un top 20 avec 5 cartes par rareté de l'extension Scholomance. A savoir que du coup, quand j'ai fait ma présélection, je me suis retrouvé avec, je sais plus, 4 communes, 3 rares, 6 épiques, donc ça allait à peu près au niveau là. Mais en termes de légendaire, j'en avais 11 que je voulais mettre dans le top 5. Donc ça a été compliqué et j'ai viré énormément de cartes qui font l'unanimité, sûrement pour faire intéressant. J'ai viré du Kryn, j'ai viré du Stellina, j'ai viré Gangling, également le Seigneur Barov, également, comment il s'appelle, Brise-Esprit Lucia. Voilà, j'ai viré beaucoup de légendaires qui sur le papier sont pourtant très sympathiques. On va voir ce que j'ai mis à la place. Et on va regarder tout de suite les 5 communes. On commence par le Raz-de-Marée. Raz-de-Marée, c'est peut-être pas une des meilleures cartes d'extension, mais en tout cas c'est une carte très intéressante. D'une part parce que j'aime bien son aspect game over. En fait, tu joues aggro contre chaman, tu sais que quand cette carte arrive, t'as perdu, donc il faut gagner avant. Et cette carte elle peut arriver plus tôt, notamment via Floraison de Foudre. Et c'est une carte également qui va pouvoir potentiellement se mettre bien dans la méta, parce que je m'attends à une méta où il y a beaucoup de Demozo. Demozo, j'y crois beaucoup, pour moi c'est un des 5 decks qui gagne le plus avec cette extension. Donc c'est une carte qui me semble très intéressante. Après, je sais pas si Shaman a de quoi faire un deck contrôle. Peut-être que si Shaman joue un deck contrôle, il jouera des Fangemorphes, ce qui serait dommage parce que du coup il se passe de cette gardienne. Donc à voir, mais en tout cas c'est une carte pertinente que j'apprécie. Ensuite on a le guide. Le guide, donc mon 4ème commune préférée. Il y a 2 utilités à cette carte. La première c'est un chasseur, où ça devient un gnome lépreux qui active votre Catanex qui invoque les gnomes lépreux et votre déphaseur c'est Zerus. Tracker phasique. Le tracker phasique c'est donc la 2-3 bec qui joue un secret du deck dès que vous faites pour héroïque. Vous pouvez jouer pour 1 de mana pour héroïque, donc vous gagnez un tempo. Mais surtout, c'est en Demozo, comme j'ai dit, que cette carte va rayonner parce que déjà pour une 1-1 qui pioche, c'est très bon, et ça active ce qui va être réduire le coût du géant, activer le remoulu, activer le regard noir, activer le vautour malade. Il y a vraiment beaucoup d'utilité cette carte, et elle me semble vraiment très très bien à Demozo. Dans la même idée, le geôlier est une carte excellente, 1-3 pour 1, c'est les meilleurs stats qu'on connaisse. Démon, c'est toujours sympa, un petit attaque démon qui peut faire des choses avec par exemple philosophie, même si je crois pas trop. Et vous placez 2 fragments dans votre deck. Donc de base, c'est juste une 1-3 pour 1 qui dit plus tard dans la partie, vous vous soignez de 4. Parce que pour rappel, les fragments d'âme, c'est des sorts à 0, quand vous les piochez, vous vous soignez de 2 et vous repiochez. Donc dans l'idée, ça peut être sympa dans à peu près tous les decks, parce que les fragments d'âme vont encore modifier les points de vie, donc géant et remoulu sont contents. Mais également, chasseur de démons, par exemple, vous pouvez vraiment push l'aggro avec, parce que chasseur de démons, il est où? Hop, chasseur de démons. Il a avec... Ah oui, il a plus de cartes, lui. Il a avec ces 2 cartes qui vont vraiment push les dégâts face. Lui, il met 8, lui, il met 5 ou 10, hein, ça dépend si le lapidaire survit. Donc vraiment, une carte qui permet de prendre le board, qui permet de push les dégâts. Et qui a beaucoup d'utilité. C'est vraiment une carte qui, à mon avis, rentre dans beaucoup de decks. Même le quest, parce que le quest démo, il y a un plus et un moins. Le plus, c'est que vous avez un 3 qui conteste un peu le board, qui va vous soigner sur vos rebondissements. Mais par contre, si vous le piochez pour 0 en fragment d'âme, vous êtes très déçu. Mais en tout cas, cette carte me semble vraiment sympathique. Ah, j'aurais dû rester chez Chasseur de Démons, parce que mon top 2 des cartes communes, c'est le double saut. Double saut qui est donc cette carte à 1 là, qui va vous permettre de tuto le crâne. À mon avis, vous pouvez vraiment jouer un deck où vous jouez que crâne comme carte marginale. Et celle-ci, c'est donc votre 3ème crâne. Ça vous permet de vite vous vider la main. Et quand vous avez besoin de piocher le crâne, vous jouez ça. Votre crâne arrive à droite, donc il est actif. Vous piochez 3. Et c'est juste excellent. À mon avis, s'il y a vraiment quelque chose à faire avec cette carte, qui est... enfin, c'est juste une excellente carte. Et le top 1, sans grande surprise, c'est la Floraison de Foudre. Floraison de Foudre qui va vous faire gagner 2 cristaux pour ce tour, et qui va vraiment activer tous les abus. Bon, en chaman, il y a 2-3 trucs sympas, mais en druide, ça va activer tous les abus, ça va vous permettre de jouer plutôt Luxuriant, ça va vous permettre d'activer la vendeuse de monture, le Keltas, jouer plutôt votre nouveau sort à 7, votre sort à 10,
activer l'effet de votre légendaire, il y a vraiment plein d'applications. Gagner 2 pour 0, on sait que c'est fort, là la surcharge au prochain tour, c'est pas grave si vous gagnez ce tour-ci, c'est vraiment pas grave. Donc vraiment une excellente carte cette commune. On passe au rare, 5ème rare, c'est un peu la rare bouche-trou, mais elle est quand même pertinente je pense. C'est la bénédiction d'autorité. +8/+8, un serviteur il peut pas attaquer le héros. Donc c'est une double bénédiction des rois en réalité, pour un mana de plus, c'est juste excellent. Mais du coup ça vous oriente plutôt vers quelque chose soit d'un petit peu plus lent, un peu plus contrôle, où vous allez donc prendre le temps, tout simplement, avec des taunts, avec des vols de vie qui vont vous permettre de temporiser et d'abuser. Il y a également une synergie sympa avec la nouvelle épique, et il y a également quelques combos obscurs avec du camouflage, double point d'attaque, tout ça, mais bon, ça je ferai peut-être une vidéo dessus si ça m'amuse, mais dans l'idée c'est pas la fonction première de la carte. Ensuite, une carte démoniste qui est très très bien, c'est cette petite savante. La savante ombre-lumière, à chaque fois, pas à chaque fois, c'est une 3-4 pour 3, donc 3-4 pour 3 c'est une bonne stat, et quand vous la jouez, vous pouvez détruire un fragment, si vous en avez un dans le deck, pour mettre 3 points de dégâts. Donc ça peut contester un peu le board en early, donc, parce que en réalité vous pouvez déjà activer sur 3, vous avez un tour 1 ici et un tour 2 là, qui vont activer, pour mettre des fragments dans le deck. Donc toujours pareil dans une idée de Zo, ça vous permet de vraiment contester le board en early, et en late ça push les dégâts face, donc vraiment une carte très sympathique, très agréable, très appréciable. Une bonne carte. Le coureur c'est une carte druide qui fait aussi parler parce que sur le papier c'est déjà une bonne carte. 5-4 pour 5 camouflage, quand elle attaque elle pioche 2, c'est presque de la pioche assurée avec un hit à 5, donc c'est une bonne carte. Mais surtout vous pouvez la tuto avec ce nouveau spell à 7 qui est vraiment incroyable. Donc la carte là vraiment très très forte et on risque de vraiment beaucoup la voir je pense, au moins au début de la méta. L'épée auto-affûtante. L'épée auto-affûtante pour moi c'est la carte rogue qui va pousser un nouvel archétype rogue, à savoir un archétype autour de cette carte, parce que déjà toute seule elle rentre 10 dégâts, elle rentre 1, puis 2, puis 3, puis 4, non, 10 dégâts pour 3 c'est solide. Mais vous pouvez la buff avec du poison mortel, avec la toxilame temporairement, vous avez des cartes qui synergisent avec son attaque, que ce soit ici ou la danseuse, le docteur Krasinov qui est là pour la buff, il y a vraiment beaucoup le passage secret qui permet d'aller chercher des cartes pour la buff, toujours pareil, donc c'est vraiment une carte qui est très intéressante, et à moins que ce soit trop dominant et que du coup il y ait des limons, ça peut vraiment être un archétype tout à fait viable et assez régulier du rogue, ça me choque pas du tout. Après il y a toujours également le problème du Zephrys. Zephrys c'est une carte qui existe et qui a la sale manie de péter certains archétypes, mais bon. Et ma dernière carte rare, c'est évidemment la Lectrice Vorace. Lectrice Vorace qui est une carte qui va vous permettre de vous vider la main en permanence et de repiocher 3, donc dans tout ce qui va être aggro, je pense surtout à Démoniste et DH. Elle va pouvoir vous remettre la main pleine à chaque fois. Et éventuellement il y a également le druide token, mais druide token sera sûrement plus faible que le druide Keltas. Mais Lectrice Vorace qui est vraiment une excellente carte, je la vois difficilement ne pas être nerf, elle, tôt ou tard. Piocher 3 pour 2, avec piocher 3 à tous les tours, quoi, c'est juste, c'est de l'abus, c'est de l'abus. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette carte, je pense qu'on est tous d'accord pour la mettre dans notre top 5 des rares. En épique, j'ai mis le fanfaron. Alors j'avais beaucoup d'hésitations pour l'épique, il y a notamment la 7-8 du démoniste Taunt là, qui détruit un fragment qui peut être ok. Mais le fanfaron d'argent, c'est une carte à mon avis, si vous mettez la tempo en paladin, ça permet de dupliquer vos buffs. Donc si vous mettez +8/+8 à une créa, vous posez elle à côté, elle bénéficie aussi du +8/+8. Si vous avez vos librames de sagesse, elle bénéficie aussi. Si vous êtes derrière, en revanche, ok les adversaires, mais vous prenez pas la tempo pour autant, donc j'ai un doute là-dessus. Mais sinon, c'est juste une carte qui pour 2 peut développer énormément de stats, donc c'est juste une bonne carte. Toujours côté paladin, celle-ci j'y crois un peu plus, c'est l'élève sérieux, studieux. C'est donc une 4-5 provocation bouclier divin, c'est une bonne carte pour 6, enfin bonne carte, c'est un marche-soleil, c'est une carte qui était jouée à l'époque du Taunt Ladin de Colento dans 2015 je crois. Donc c'est marche-soleil, ça a été joué dans la méta. Hein. Et là vous réduisez de 1 le coup à chaque fois que vous jouez par exemple un Libram, que vous jouez n'importe quel buff. Donc une carte qui peut coûter rapidement 4, 3, 2, 1 mana, et dans ce cas là ça devient vraiment broken. Pareil en prêtre, prêtre buff va être très content d'avoir cette carte. Donc une carte qui va être jouée en plus dans ces deux classes, c'est très sympa. Côté prêtre, il y a aussi le géant de chair que j'ai mis dans le top 2.
c'est bien sûr davantage pour son application, dans le top 3 pardon, le Giant Share. C'est davantage pour son application côté démoniste, parce que comme j'ai dit, démoniste qui joue beaucoup sur les points de vie, je crois beaucoup. Giant Share chez le prêtre, j'ai quelques doutes, peut-être, mais j'ai quelques doutes vraiment. Mais voilà, je pense que côté démoniste, on peut vraiment abuser de la carte. Hop, 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 il est où le démoniste? Comme j'ai dit, il y a un 3 là qui abuse, il y a ça éventuellement qui peut abuser. Il y a la guide, la 1, il y a le diablotin, des flammes. Il y a bien sûr tout le package regard noir, vautour qui va avec. Ça peut être vraiment cool cette carte, j'y crois vraiment. À mon avis, elle peut très très vite coûter moins cher. Enfin, pour très très vite coûter moins cher, je veux dire qu'elle peut arriver facilement sur tour 5 de façon assez régulière. Le sort que j'ai mis en deuxième position des sorts épiques, enfin des cartes épiques, c'est les animaux gardiens qui est exceptionnel en druide. J'ai un peu de mal à trouver les cartes que je veux. Alors qui est exceptionnel en druide parce que du coup ça va ramener cette carte, ça va ramener celle-ci également. Parfois c'est souvent la seconde carte bête qu'on va jouer. Peut-être également la nouvelle Hydre, la 4-6 qui cleave. C'est juste exceptionnel. Pour 7 de mana, vous développez 2 tours 5 et ils ont rué en termes de tempo, c'est juste abusé. Et en plus en druide, ça arrive jamais au tour 7, ça arrive au tour 4. Donc vraiment une carte broken. Enfin en l'état, la carte elle est vraiment incroyable. Je vois mal comment elle va pas squatter les meilleurs decks de la méta. Enfin, comment druide ne va pas être top deck méta. Côté chasseur, ça va être un peu plus compliqué, mais pourquoi pas. Il y a quelques applications, mais effectivement, le fait que le druide puisse jouer ça des tours plus tôt. Admettons, la jouer sur tour 5, vous jouez 2 tours 5 et ils ont rué, c'est vraiment abusé. C'est-à-dire que normalement, un tour 5 classique, ce serait ce tour 5 là. Là, vous pouvez en jouer 2 et ils ont rué. C'est débile. Et mon sort épique numéro 1, c'est-à-dire que j'ai mis une carte épique au-dessus, c'est le passage secret qui va renvoyer votre main dans le deck et vous allez piocher 5 cartes. Ça vous permet de trouver des cartes réactives, des cartes de buff, de value, pour conjurer Galacron, pour buffer votre arme, pour générer des cartes, parce que si vous avez récupéré un pas de l'ombre ou une carte qui les couvre ou quoi que ce soit, vous gardez les cartes en main, elles ne retournent pas dans le deck à la fin du tour. Donc vraiment une carte très très forte, très très intéressante, qui à mon avis va entrer un peu dans tous les decks voleurs, c'est pour ça que j'ai mis aussi haut. C'est parce que autant le deck, l'animaux gardien ça vous demande de jouer des bêtes, autant le passage secret je pense que ça rentre dans tous les archétypes de voleurs. C'est pour ça qu'elle est aussi haute. On arrive aux cartes légendaires, et comme j'ai dit, il y a beaucoup de cartes légendaires que j'ai pas rentrées finalement, parce que j'ai mis celles qui pour moi sont peut-être pas forcément les meilleures, mais au moins sont sous-cotées, sont des cartes qui je pense sont vraiment bien au-dessus de ce que pensent les gens. Et on commence tout de suite avec Jandis. Jandis, c'est une carte qui va invoquer 2 tours 5, et un des deux va se faire one-shot. Vous choisissez lequel des deux, donc si par exemple vous avez une carte camouflage, vous pouvez dire que c'est la camouflage, comme ça vous êtes tranquille. Mais si vous avez 2 4-4, vous pouvez également, c'est un 50-50 pour adversaire, donc il est un peu brain. La plupart du temps, les bodies sont ok, vous allez avoir, je sais pas, une 4-4 et une 5-5. Bon, c'est pas mal de stats, c'est pas mal. Après vous pouvez bien sûr faire le roll, donc le pire le roll c'est l'obélisque. Dans ce cas vous avez une 0-1 et un bon body, enfin il y a un body ok. Mais sinon il y a beaucoup de high roll possibles. Et du coup, cette carte, c'est vraiment beaucoup de points de stats pour une seule carte. J'ai entendu des joueurs dire, de toute façon, on peut l'AO. Très bien, allez-y, lancez une carte qui est censée en gérer plusieurs dans une seule. Ça, c'est une seule carte. Et on peut la pas de l'ombre, on peut la potion d'illusion, on peut faire plein de choses avec, on peut la dupliquer. Enfin, quand je dis dupliquer, c'est jouer le spell écho du mage. Non, c'est pas écho le terme sur Hearthstone, je sais plus. Qui la détruit, qui invoque 2 tours 5 du coup. Sort double. Et voilà, c'est juste une carte à mon avis qui rentre dans beaucoup de decks toute seule, sans qu'il y ait besoin de build autour. Que ce soit en rogue ou en mage, à mon avis, vous pouvez la jouer en aggro, en contrôle, en mid, en highlander. C'est juste une bonne carte. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Ensuite, on va parler de Krastinov. Krastinov, quand on l'a vu, on s'est dit c'est le hub de Bertepo. Bertepo qui est déjà parfois joué, mais il est plus joué Bertepo parce qu'il peut être tuto par l'arme Ankar, en guerrier. Lui il n'est pas tuto, mais il a rué. Donc vous avez un removal qui buff votre arme une fois. On va dire une fois, hein, c'est très rare qu'il buff 2 fois, et s'il buff 2 fois, c'est que vous avez déjà gagné. Et du coup, dans le deck arme dont je parlais, il est excellent. Et en général, c'est juste une carte qui va
pouvoir très facilement rentrer dans un deck guerrier et voleur au fil des méta. C'est juste une bonne carte. Le fait est que actuellement, effectivement, il y a beaucoup de boucliers de Galacron par exemple où il va juste pas pouvoir le trade. Mais au-delà de ça, c'est juste une bonne carte. C'est pour ça que j'ai mise là. C'est pas une carte qu'il faut vraiment absolument build autour. C'est une carte qui rentre dans beaucoup de decks sans trop de raison. Et qui, dans certains, est vraiment probablement game breaker. Troisième position, Omu. Omu, c'est le délire du druide qui va abuser de partout, avec son Keltas et compagnie. C'est une carte qui déjà en tant que telle du coup permet vraiment des abus avec les nouveaux sorts, là le sort à 10, le sort à 7. Mais également une carte qui va pouvoir faire revenir des cartes un peu plus dark, des Maligos, des Gepetto, des trucs un peu plus sombres, si, je dis bien si, le deck actuel qui commence à se dessiner avec Animaux Gardiens n'est pas un peu trop bullshit pour que ce soit une erreur de jouer autre chose en druide. Mais la carte a effectivement un potentiel, et même sans parler de toutes les synergies possibles, juste une 5-4 pour 6 qui, si vous jouez un sort, coûte 0, donc une 5-4 pour 0, bah c'est fort. Ça peut jamais être mauvais, une carte qui arrive pour 0 un peu plus tard dans la partie bien sûr, mais ça peut jamais être mauvais. Top 2, j'ai mis Alura. Alura, c'est également une carte qui peut faire des tours de tempo incroyables. En paladin, on a bien sûr tous pensé au Lyre d'espoir, mais bon, il faudrait build de façon un petit peu atypique. Mais vous pouvez la dupliquer, vous pouvez ramener des buffs, le buff d'autorité qu'on a vu avant, et en prêtre surtout, en prêtre buff, vous pouvez jouer le nouveau festin, ce qui va être le sort à 5 qui duplique, ce qui va être le plus 2 plus 6 qu'on a maintenant. Il y a vraiment beaucoup de cartes possibles. Et au pire du pire, si vous faites un low roll, vous avez un plus 2 PV dessus, donc c'est une 3-8. Si vous avez un high roll, bon, je ne veux pas dire que vous jouez contre le mental, ça peut être vu, hein, des decks un peu dark ou qui en paladin vont jouer le sort qui invoque les Murlocs, ça peut être vu, vendeuse de baguette, pour générer les sorts à 1, abaisse Alura et vous jouez votre sort à 1, ou mieux, vous pouvez également jouer la quête. La quête, c'est un sort à 1 que vous avez en main de départ, du coup vous cherchez que votre Alura, et vous faites le sort à 1 qui a... Ah ouais. Est-ce qu'on peut pas jouer ça Est-ce qu'on peut pas imaginer un prêtre qui joue la quête et qui abuse? Non, je pars trop loin. Bref, pour moi c'est juste une bonne carte qui peut faire vraiment des abus. Et la première carte de mon top des légendaires, qui je pense est également de mon top 20, et par conséquent du top 136 de l'extension, pour moi la meilleure carte est de très très loin Polket. Polket, c'est votre tuto à tout. Si vous jouez le deck DH aggro avec le double saut et les 2 crânes, vous le mettez, vous avez vos crânes sur le dessus du deck, donc votre premier crâne va être pioché le deuxième qui va le réduire, qui compagnie. Si vous jouez les decks Galacron, vous avez votre Galacron sur le dessus du deck, et vous avez derrière votre Kronx qui active la dévastation. Si vous jouez un deck contrôle, vous avez sur le dessus du deck par exemple votre Reno en mage, donc une de vos meilleures cartes. Si vous jouez un deck combo à base de Maligos, vous avez le Maligos. C'est vraiment une carte qui met vos cartes clés sur le dessus du deck et qui trie votre deck de façon à l'optimiser. Dans beaucoup de situations en tout cas. Donc c'est vraiment une carte qui va amener du deck build autour. Et pour moi c'est juste une excellente carte. Celle-ci je mets une très très grosse pièce dessus. Alors elle est peut-être pas broken. C'est-à-dire que c'est peut-être pas la carte où on se dit... par exemple il y a Stellina là. Stellina je l'ai pas mise dedans pour 2 raisons. Je pense que si vous êtes derrière la tempo vous êtes mal. Je pense que parfois elle peut pas activer son effet marginal, mais c'est également assez rare. Et surtout je pense... Enfin, je mets une pièce sur le fait qu'on veuille assurer le crâne avec le double saut. Donc pour moi, on ne joue pas d'autres cartes marginales que les 2 crânes. Après, Stellina est une carte broken de base et très frustrante, on est d'accord, mais je pense pas qu'elle est... aussi souple que les cartes que j'ai mises dans le top 5. Et Polket, pour le coup, c'est juste une excellente carte qui, à mon avis... Enfin, je vois pas de raison de ne pas jouer cette carte. Je vois pas de raison pour laquelle cette carte ne brillerait pas. Voilà, n'hésitez pas à dire à quel point je suis mauvais, que ce soit maintenant ou que ce soit dans 3 mois, hein. On verra ceux qui sont les plus courageux. Et à la prochaine. Salut!